réjouis beaucoup d'intervenir dans ce 14e colloque du CICLA consacré à la génétique dans la clinique du handicap. C'est un colloque extrêmement intéressant à l'heure actuelle par son thème et je remercie vraiment très sincèrement Marcella Gargiulo et Sylvain Bissonnier de m'avoir fait une place dans le programme. Évidemment, c'est en tant que pédopsychiatre et psychanalyste que j'interviendrai. Et pour moi, ce sera l'occasion de rappeler 2 à 3 points qui nous semblent essentiels à la réflexion. D'abord, c'est que du point de vue du handicap et du point de vue du handicap psychique en particulier, nous n'avons aucun exemple de pathologie psychiatrique ou de psychopathologie qui répondent à une génétique mendélienne au sens strict. Et deuxièmement, nous avons dans le développement de l'être humain, dans le développement de l'enfant, la question de la néothénie, qui est tout à fait importante. Je crois qu'elle le sera de plus en plus au fil des années qui viennent. La néothénie qui laisse une très grande place à l'épigénèse et qui donc ouvre sur la diversité et sur des enjeux éthiques considérables, puisque tous les adultes qui prennent soin des enfants, que ce soit les parents ou les professionnels, la qualité des soins précoces vient peut-être s'inscrire dans une causalité épigénétique qui modifie tout à moyen et long terme pour le devenir de l'enfant. Voilà, alors je profiterai de ce congrès pour redire quelques mots de l'autisme, qui aujourd'hui est considéré comme un handicap. Depuis longtemps déjà, c'était déjà dans les années 1975-76, Michael Ruther et Susan Folstein avaient montré qu'il y avait une corrélation très forte pour l'autisme chez les jumeaux monozygotes et un peu moins forte chez les jumeaux dizygotes, les vrais jumeaux et les faux jumeaux, comme on dit. Mais déjà, dès cette époque, la corrélation n'est pas de 100%, qui a été montrée n'était pas de 100%. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une forte corrélation, mais c'est aussi très intéressant de voir que même chez des jumeaux monozygotes qui pourtant partagent exactement le même génome, il y a quand même 20% d'enfants dans les paires de jumeaux monozygotes, dans 20% des cas, si l'un est autiste, l'autre ne l'est pas. Alors ça veut bien dire que le poids du génome existe, et aussi psychopathologue, aussi psychanalyste soit-on, on ne peut pas du tout dénier ce point-là, mais en même temps, la génétique ne résume pas et ne résume pas le tout du vivant psychique et du vivant psychopathologique. De la même manière, un peu plus tard, en Roumanie, à l'occasion des changements politiques qui avaient eu lieu, quand les orphelinats ont été ouverts et qu'on a découvert ces situations absolument catastrophiques, qui étaient à nouveau des images historiques, comme Spitz avait pu les montrer à propos de la dépression de la critique et de l'hospitalisme, tous les enfants étaient carencés pour différentes raisons qui sont bien connues aujourd'hui. Tous les enfants étaient carencés, mais tous n'étaient pas autistes, et j'ai envie de dire seulement 30% étaient autistes, ce qui est énorme. Mais quand même dans des situations extrêmes, ne s'autistisent pas qui veut. Ça veut dire que probablement il y a bien sûr des facteurs de risque, de susceptibilité, de prédisposition génétique, qui fait qu'en situation de carence extrême, un certain nombre d'enfants s'autistisent, d'autres pas. Voilà, donc l'autisme est de plus en plus considéré comme un handicap, plus qu'une maladie mentale, et on voit bien que la part de la génétique existe, mais qu'elle ne résume pas tout. C'est une génétique probablement de vulnérabilité, plutôt qu'une génétique de cause au sens strict, une génétique non mendélienne, et il faut tenir compte sans doute d'éléments qui, moi, ne sont pas dans mon champ, mais qui sont l'héritabilité des traits complexes, qui fait que la prédiction en termes de génétique est, pour ainsi dire, impossible. Alors, à l'occasion de ce congrès, j'essaierai de rappeler aussi que notre modèle polyfactoriel des troubles psychiques, des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent est sans doute le plus plausible, valide, je ne sais pas, un modèle, la question de la validité et de l'utilité des modèles est très complexe. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des modèles qui répondent bien à ce qu'on veut faire. En tout cas, c'est quand même peut-être le plus plausible. Et dans ce modèle polyfactoriel, qui est l'héritier d'ailleurs épistémologique du concept freudien de série complémentaire, il y a une place toute naturelle qui va être faite de plus en plus au fil des années qui viennent pour une causalité épigénétique.
Et je suis absolument persuadé que la causalité épigénétique permettra à nos collègues somaticiens et biologistes de faire une place de plus en plus importante justement à une dimension polyfactorielle dans l'organisation des situations. Cette causalité épigénétique, j'essaie d'en dire un mot à l'occasion du colloque, il ne faut pas seulement la considérer, cette épigénèse, pas seulement la considérer comme l'influence de l'environnement externe sur l'expression du génome, mais probablement aussi le vécu interne de l'enfant, son vécu sensoriel, son vécu corporel, son vécu psychosomatique, peuvent peut-être aussi avoir un effet à terme sur l'expression du génome. Je pense aussi insister, je vais terminer là-dessus, sur le fait que l'incertitude n'est pas un obstacle. L'incertitude, j'ai envie d'en faire l'éloge. Sylvain Missonnier a pu dire dans le passé que l'anticipation, que la prédiction plutôt, était une sorte de maladie de l'anticipation. Pour la médecine somatique, la médecine prédictive est certainement très importante. Dans le champ du handicap psychique ou des troubles mentaux, je ne suis pas sûr qu'une médecine prédictive soit véritablement nécessaire. On sait tous les abus, toutes les dérives qui ont pu se greffer sur cette question de la prédiction. En revanche, la prévention prévenante, la prévention ouverte est essentielle. Un psychanalyste français très, très créatif qui s'appelait Georges Farel avait eu cette très belle phrase « L'important n'est pas de tout prévoir, mais d'être prêt à l'imprévu ». Et je pense que dans ce champ-là, dans le champ qui sera autour de la thématique de ce congrès, c'est une leçon qu'on devrait retenir. Les effets de rencontre font partie du modèle polyfactoriel et ils sont par essence et fort heureusement imprévisibles. Voilà, donc l'incertitude mérite un éloge. Et j'y insisterai à ma manière à l'occasion de ce congrès, dont je me réjouis, je le répète encore une fois.